après les atomes crochus, l'explosion atomique. Ce n'est pas parce que tout le monde la connaît qu'il ne faut pas la présenter. Hélène est professeure associée et coordonnatrice indispensable de Figura. Elle travaille spécifiquement sur les représentations fictionnelles de la science dans une perspective sociocritique et épistémocritique. Peut-être que certains d'entre vous se souviennent du post-humain, et le post-humain des sentiers du singe, c'était 2020. Et puis vient de paraître le collectif Frankenstein d'hier à aujourd'hui, la puissance d'une double figure, co-dirigé par Jean-François Chassé et Hélène Després, deuxième collector. Elle travaille non seulement sur le post-humain, mais également sur les dystopies, sur l'imaginaire post-apocalyptique, la science-fiction et les séries télé. La conférence qu'Hélène nous présente aujourd'hui s'intitule donc Polyphonie et sérialité, la supplication de Svetlana Alexievitch et Tchernobyl de Craig Mazin. Merci beaucoup, Bernabé. Je vais parler moins d'épistémocritique pour une fois. Ouais, plutôt du côté de la sociocritique et de la sérialité. Même s'il y a beaucoup de choses à dire sur Tchernobyl et la science, mais malheureusement pour vous peut-être, mais j'ai déjà dit ailleurs, donc je ne vais pas y revenir. Donc, la supplication Tchernobyl, chronique du monde après l'apocalypse de la Biélorusse Svetlana Alexievitch et la mini-série Tchernobyl de l'Américain Craig Mazin s'attaquent tous les deux à la complexité et à la nouveauté de l'événement par la multiplication des points de vue minutieusement organisés par la narration. En cela, ces œuvres ont une pertinence qui dépasse largement la catastrophe de Tchernobyl elle-même et explique leur popularité. Tous les deux offrent une réflexion sur la difficile représentation des catastrophes modernes, celles dont les enjeux sont mondiaux sur le plan environnemental et géopolitique, intergénérationnel, et créées par une technoscience monstrueuse et incompréhensible par la majorité. Dans les deux cas, on voit bien que le vocabulaire, les images, les récits qui sont normalement utilisés pour parler de la guerre, par exemple, ou des catastrophes, ne fonctionnent pas dans le cas de Tchernobyl, puis c'est un des grands enjeux, d'ailleurs, de sa représentation. En 1997, Svetlana Alexievitch publie donc en russe La Supplication, qui est traduit l'année suivante en français par Galia Ackerman et Pierre Lorrain, des journalistes et historiens spécialistes de l'ex-URSS. C'est d'ailleurs leur version que je vais utiliser, malheureusement, je ne lis pas le russe. Dans la deuxième moitié de son prologue, Alexievitch explique son projet. Je la cite, « Ce livre ne parle pas de Tchernobyl, mais du monde de Tchernobyl. Je m'intéressais aux sensations, aux sentiments des individus qui ont touché à l'inconnu, au mystère. Tchernobyl est un mystère qu'il nous faut encore élucider. 3 ans durant, j'ai voyagé et questionné des travailleurs de la centrale, des anciens fonctionnaires du parti, des médecins, des soldats, des immigrants, des personnes qui se sont installées dans la zone interdite. Un événement raconté par une seule personne est son destin, raconté par plusieurs, il devient l'histoire. » C'est donc un livre sur les différentes mémoires de l'événement, rédigé à partir de témoignages récoltés 10 ans après. Ce délai entraîne plusieurs conséquences. L'oubli de détails et l'impression du moment qui est passé, mais aussi la possibilité de parler alors que l'URSS n'est plus. Et le délai permet aussi de rendre compte d'un événement qui a la particularité de continuer d'avoir un impact sur les victimes, non pas seulement par le trauma ou la perte, mais par la radiation qui tous les jours attaque les cellules vivantes. La catastrophe de Tchernobyl n'a pas eu lieu le 26 avril 1986, elle a commencé cette nuit-là et dure toujours. C'est du moins ce que nous montre le livre d'Alexievitch. Si elle effectue un travail sur la mémoire, c'est sur une mémoire encore en train de se constituer. Dans le roman mémoriel, Régine Robin identifie 4 types de mémoires différents: la mémoire nationale, la mémoire savante, la mémoire collective et la mémoire culturelle. La mémoire nationale est scandée par des dates qui sont le rappel des temps héroïques et qui constituent un temps épique, un retour aux origines, au légendaire national. Le passé rigide est enfin pris dans un ensemble de gestes, d'images et de rites qui marquent le corps. C'est la fête du 9 mai, le jour de la victoire en Russie, donc ils ne fêtent pas le 8 mais le 9 mai en Russie, dans la supplication qui a été largement célébrée en 86, on est juste 3 semaines après les événements, malgré le danger, et aussi la levée du drapeau soviétique sur le réacteur éteint, pour ceux qui se rappellent des images, 2 événements qui ont coûté des vies, qui ont mis en danger la population où les soldats ont atteint leur corps en les forçant à s'exposer. Donc pour commémorer, donc pour la mémoire nationale.
Puis la mémoire savante et celle des historiens, elle est très peu présente dans le livre et dans la série, même si le premier présente quelques courtes citations tirées de livres d'histoire en exergue, et que la série a certaines prétentions à ce sujet par son traitement de la chronologie et par son projet esthétique de reconstitution. Les deux formes de mémoire qui dominent sont donc la mémoire collective et culturelle, en particulier la première. Selon Robin, je la cite, la mémoire collective est une mémoire vivante, une mémoire vécue. Elle entraîne un affect qui trahit l'émotion, faite de souvenirs réels ou de souvenirs écrans, de souvenirs enveloppés, faite de témoignages directs ou de traditions familiales. Elle doit déclencher un affect qui établit la participation du corps au souvenir. Et si Alexievitch tente surtout d'écrire la mémoire collective de l'événement à travers un collage de témoignages, elle mobilise les 4 types et souvent dans un même fragment, souvent polyphonique. Comme la plupart des livres d'Alexievitch d'ailleurs, la supplication est souvent qualifiée de polyphonique. C'est tellement une évidence que le comité Nobel évoque d'ailleurs son œuvre polyphonique mémoriale de la souffrance et du courage à notre époque. Donc c'est comme ça qu'on justifie son prix Nobel de 2015. D'ailleurs, il suffit d'ouvrir l'un de ses livres pour le constater. Chaque chapitre est fait de longues citations marquées et attribuées à diverses personnes, précisément ou non selon le cas. Mais la polyphonie de son texte est beaucoup plus complexe et intéressante qu'il n'y paraît d'abord et qui supposerait qu'elle ne fait que coller des témoignages les uns après les autres. Ces témoignages ont été, de manière assez évidente, sélectionnés, découpés, agencés, mais aussi retravaillés pour en faire un texte qui s'apparente au roman par son rapport au langage et au discours mobilisé, aux voix qui en émergent. En fait, l'utilisation qu'Alexievitch fait des témoignages correspond assez bien à ce que Bakhtin décrit à propos du rôle des genres intercalaires dans le roman. Je le cite, « Le roman permet d'introduire dans son entité toute espèce de genre, tant littéraire qu'extra-littéraire. Bien plus, il existe un groupe de genres spéciaux qui jouent un rôle constructif très important dans les romans et parfois déterminent même la structure de l'ensemble, créant ainsi des variantes du genre romanesque. Tels sont la confession, le journal intime, le récit de voyage, la biographie, les lettres, etc. Chacun de ces genres possède ses formes verbales et sémantiques d'assimilation des divers aspects de la réalité. Aussi, le roman recourt-il à eux précisément comme étant des formes élaborées de la réalité. Même si la proposition d'Alexievitch est assez radicale à ce sujet, puisque son énonciation ne laisse que de rares traces explicites, je pense que son livre a véritablement une variante du genre romanesque et peut être lu comme un roman polyphonique et non comme un ouvrage documentaire, comme il est généralement classé. D'ailleurs, à l'intérieur même des témoignages individuels ou collectifs, qu'elle nomme des monologues, reproduits supposément en discours direct, comme l'indiquent les guillemets, les personnages sont multiples et les discours se côtoient autant que dans un roman et dialoguent entre eux. Aussi, les seules traces explicites du travail de recueillement des témoignages fait par Alexievitch sont les quelques mots en italique et entre parenthèses qui précisent un élément non verbal. J'y reviendrai. Et les quelques occasions où le témoin interpelle la personne qui reçoit son témoignage ou exprime un malaise sans jamais la nommer précisément. Donc, il n'y a aucun des témoins qui la nomme, mais des fois, on lui adresse la parole et elle le reproduit. Si tous les témoignages sont signés, il y a une exception notable dans la première partie du prologue intitulée « Une voix solitaire » qui demeure anonyme. C'est le seul. Le statut de ce texte est donc ambigu et il faut déduire des indices textuels l'identité de la narratrice. Or, contrairement à toutes les autres personnes citées, c'est possible de l'identifier avec précision, puisque des noms propres connus sont évoqués. Il s'agit en fait de Lyudmila Ignatenko, conjointe de Vassili Ignatenko, un des pompiers de Pripyat, qui fait partie des 30 victimes officielles admises par les autorités. Pour montrer comment fonctionne la polyphonie dans le texte d'Alexievitch, je vous propose donc d'abord d'en analyser un extrait. Pour vous mettre un peu en contexte, Lyudmila raconte comment Vassili a été appelé au milieu de la nuit du 26 avril pour éteindre avec son équipe un incendie à la centrale située à moins de 3 km. Le lendemain, elle le rejoint à l'hôpital de Pripyat où il souffre de supposées brûlures chimiques. Puis, il est transféré à Moscou. Dans cet extrait, elle vient de soudoyer des membres du personnel de l'hôpital pour qu'ils la laissent passer et elle entre dans la chambre des pompiers. Donc, je lis l'extrait. « J'entrai. Ils sont assis sur un lit, jouent aux cartes et rient. Tout le monde a accouru, y compris des autres chambres. Tous les nôtres. Ceux de Pripyat. Ils étaient 28 à prendre l'avion. Que se passe-t-il là-bas chez nous à la ville? As-tu vu où s'est produit l'explosion? Qu'est-ce que c'était? Vous étiez les premiers à arriver. C'est certainement un sabotage. Quelqu'un l'a fait exprès. Tous nos gars sont de cet avis. C'est ce que l'on disait alors, ce qu'on pensait. Le lendemain à mon arrivée, ils étaient déjà séparés, chacun dans sa chambre.
Les médecins avaient expliqué que chaque organisme réagit différemment aux radiations et que ce que l'on pouvait supporter dépassait les possibilités de l'autre. On avait dégagé dans tout le monde et il ne restait plus un seul malade. Personne autour d'eux. Pendant 3 jours, je logeais chez des amis à Moscou. Ils me disaient « Prends la casserole, prends la cuvette, prends tout ce dont tu as besoin. » Je faisais du bouillon d'Inde pour 6 personnes, nos 6 gars. Les sapeurs-pompiers de la même équipe. Ils étaient tous de garde cette nuit-là. Vashchuk, Kibenok, Titenok, Pravik, Tishtura. Je m'étonne maintenant du comportement de mes amis. Ils avaient sûrement peur. Ils ne pouvaient pas ne pas avoir peur. Des rumeurs circulaient déjà. Et pourtant, ils me proposaient quand même « Prends tout ce qu'il te faut, prends. Comment va-t-il? Comment vont-ils tous? Est-ce qu'ils vivront? Vivre. » Silence. J'ai rencontré alors beaucoup de gens bien. Je ne peux pas me souvenir de tous. Le monde s'est rétréci jusqu'à un point. C'est contracté. Lui seul. Je garde en mémoire une aide-soignante âgée qui m'expliquait « Il y a des maladies que l'on ne peut pas traiter. Il faut s'asseoir près du malade et lui caresser les mains. » 3 jours plus tard, on me proposa de loger dans la résidence des médecins, dans l'enceinte de l'hôpital. Mon Dieu, quel bonheur! Mais il n'y a pas de cuisine là-bas. Comment vais-je leur faire à manger? Vous n'avez plus à cuisiner. Leurs estomacs ont cessé d'accepter la nourriture. Ils changeaient. Chaque jour, je rencontrais un être différent. Les brûlures remontaient à la surface, dans la bouche, sur la langue, les joues. D'abord, ce ne furent que de petits chancres, puis ils s'élargirent. La muqueuse se décollait par couches, en pellicule blanche. La couleur du visage, la couleur du corps, bleu, rouge, gris-brun. Et tout cela m'appartient, et tout cela est tellement aimé. On ne peut pas le raconter, on ne peut pas l'écrire. Je l'aimais, je ne savais pas encore à quel point je l'aimais. Nous étions jeunes mariés. Nous sortons dans la rue. Il m'attrape par les mains et me fait tourner. Il m'embrasse. Les gens passent et tout le monde sourit. Le pronostic du mal aigu des rayons est de 14 jours. L'homme meurt en 14 jours. Je pense qu'on peut remarquer beaucoup de choses dans ce passage qui est assez typique du livre en entier. S'il s'agit d'un seul témoignage présenté entre guillemets, on entend pourtant dans ces phrases beaucoup de voix différentes, intégrées selon plusieurs stratégies discursives. La première qui saute aux yeux est l'utilisation de discours rapportés, autant en mode direct qu'indirect. Elle recrée au cœur de son propre témoignage une polyphonie similaire à celle qu'on voit à l'échelle du livre. Une vague impression de témoignage exact, mais qui relève plutôt d'un effet de rumeur, de voix plus ou moins désincarnées, qui révèle l'état d'esprit général. On a aussi une citation directe plus claire, avec des guillemets et une indication un peu plus précise sur le locuteur, une aide-soignante âgée, et la mention que cette phrase a été gardée en mémoire par la narratrice, possiblement contrairement aux autres. Dans le contexte, il semble évident que la phrase que l'aide-soignante dit « Il y a des maladies que l'on ne peut pas traiter, il faut s'asseoir près du malade et lui caresser les mains », a été retenue et choisie parce qu'elle correspond à ce qu'elle voulait entendre, parce qu'elle fait sien ce discours en particulier qui lui confirme que sa présence était nécessaire malgré les contre-indications. Mais en plus des discours rapportés directs, il y a aussi des indirects, évoquant sans guillemets et plus ou moins dans ses mots ce que ses amis lui ont dit. Et pourtant, il me proposait quand même « Prends tout ce qu'il te faut, prends. Comment va-t-il? Comment vont-ils tous? Est-ce qu'ils vivront? » Cette stratégie par Lyudmila semble pointer vers un recentrement sur elle-même et sur sa mission qui n'admet que de manière imprécise les discours extérieurs qui l'entourent, même ceux qui sont empathiques, qui apparaissent flottants et secondaires parce qu'ils n'émanent pas de l'hôpital lui-même. Les discours directs sont tous reliés à un lieu unique, celui de la chambre d'hôtel où agonise Vassili, seul lieu associé au langage et où elle est pleinement présente. Pour terminer, à ce propos, je mentionnerai aussi l'intégration, en plus de ce qui est identifié comme des rumeurs, du discours médical en mode indirect. Les médecins avaient expliqué que, et en mode direct, vous n'avez plus à cuisiner, leurs estomacs ont cessé d'accepter la nourriture. Dans les deux cas, il s'agit des seules paroles dénuées d'affect, d'idéologie, mais aussi de doute, ce qui est assez rare dans le discours de Lyudmila, qui refuse jusque-là d'entendre ce que disent les spécialistes. L'intégration progressive du discours scientifique à son propre discours, dans ses propres phrases, indique donc un déni qui se dissout progressivement dans la confrontation au réel incompréhensible. Contrairement aux maladies qui sont connues de tous et que l'on peut guérir avec du bouillon de poulet ou des soins attentionnés, en utilisant un savoir populaire ancien et son sens commun, le syndrome d'irradiation suraiguë est provoqué par une science nouvelle et complexe et ne peut être expliqué que par elle. On peut ensuite noter l'utilisation des pronoms. Si le passage est écrit au « je » par Lyudmila, ce n'est pas sans raison. C'est son récit à elle qu'elle raconte, son histoire d'amour, et non celui de la mort de son mari. C'est d'ailleurs ce qu'elle précise dans la toute dernière phrase de son récit, donc pas de l'extrait, mais du récit au complet. Les gens, donc je la cite, « Les gens n'ont pas envie d'entendre parler de mort.
de l'horrible, mais moi je vous ai parlé d'amour, de comment j'aimais. C'est donc pour cette raison que de nombreux passages présentent son discours intérieur. Par exemple, lorsqu'elle se dit à elle-même « Oh mon Dieu, quel bonheur » ou encore décrit le corps changeant de son mari, puis enchaîne immédiatement avec « Et tout cela m'appartient, et tout cela est tellement aimé ». Juste un peu avant le passage que je vous ai cité, il y a encore des exemples encore plus évidents où elle ment à des employés de l'hôpital et se dit à elle-même qu'elle n'a pas l'intention de suivre leurs recommandations ou qu'elle ne les croit pas. Mais dans cet extrait, ce jeu énonciateur est surtout intéressant parce qu'il organise la temporalité et les autres paroles. Les temps de verbe passent sans cesse du présent au passé simple et au passé composé, soulignant le fait que si l'énonciation est postérieure, le « je » se dédouble constamment entre celui du présent et celui du passé, plongé dans ses souvenirs. Cette transition est particulièrement spectaculaire lorsqu'elle dit « je l'aimais, je ne savais pas encore à quel point je l'aimais, nous étions jeunes mariés, nous sortons dans la rue, il m'attrape par les mains et me fait tourner, il m'embrasse, les gens passent et tout le monde sourit ». La transition des temps et de verbes est presque cinématographique. Elle nous donne l'impression d'un flashback introduit par un fondu enchaîné. Mais surtout, elle met toujours de l'avant l'affect. Les passages au passé ou au présent de l'énonciation, en 96, mettent de l'avant le savoir a posteriori. C'est ce que l'on disait alors, ce qu'on pensait. Je m'étonne maintenant du comportement de mes amis. Le regard altéré sur le passé par ce qui a suivi, par les 10 ans qui les séparent. Alors que les passages au présent de 86 nous replongent dans l'affect pur, celui de l'incompréhension, de l'appréhension. Le récit est donc celui de Lyudmila de 96, qui agit comme narratrice et dialogue avec le personnage de Lyudmila de 86 qu'elle met en récit, montrant à quel point sa connaissance historique altère sa perception des événements. Mais en plus de ces deux « je », il y a des « il » et des « on ». Je ne sais pas si cette distinction est faite en russe, mais en français, elle est notable dans tout le livre. Ils, au pluriel, ce sont les nôtres, les habitants de Pripyat, les pompiers et les autres. Ce n'est pas un nous parce que Lyudmila vit cette agonie de l'extérieur comme témoin. Elle ne la vit pas dans son propre corps. C'est donc un il qui n'est pas une altérité sociale, mais une altérité corporelle. Ils, ce sont ceux qui ont été mis à distance par les radiations et par les autorités, qui sont isolés dans des chambres, ceux dont la mort est annoncée par la médecine. Ou encore, c'est le il des amis à Moscou qui héberge Lyudmila et l'aide sans songer à la contamination. C'est le il de la communauté en danger. Ensuite, il y a le on qui exclut définitivement la personne qui parle, celui impersonnel des autorités du régime. C'est le personnel médical sans visage ni nom. On avait dégagé tout le monde, mais aussi celui de la rumeur. C'est ce que l'on disait alors, ce qu'on pensait, et de l'interdit. On ne peut pas le raconter. Donc, ce on ne peut pas venir d'un discours approuvé ou disséminé par les autorités, ou du moins une version internalisée de ce qui est permis de penser. Ce on serait incapable de penser d'emblée qu'il pourrait s'agir d'un problème technique, d'une erreur du régime. On a très bien compris qu'il est interdit de témoigner. Et ce on, c'est aussi parfois Lyudmila elle-même, qui porte un jugement sur son propre discours internalisé de l'époque. Finalement, notons une autre instance énonciatrice dans le texte, mais qui n'utilise aucun pronom. Il s'agit de la mention « silence », en italique. Il y a ce genre d'ajout régulièrement dans le livre, comme par une instance qu'on ne peut qu'identifier à Alexievitch elle-même. Des ruptures dans le flot de la parole qui donnent de rares indications qu'il s'agit d'un témoignage oral et rapporté. Ces mentions nous renvoient à ce que Régine Robin écrivait au sujet du silence, l'identifiant comme une modalité de réaménagement des traces du passé. Je la cite, le silence structuré, le silence refus, le silence tabou, le silence sur ce qui gêne et sur ce qui fait mal, à l'échelon individuel comme à l'échelon collectif. La chose nommée prend corps. Non verbalisée, elle reste dans le flou, moment d'émotion intense, voire intolérable. Le silence qui permet le refoulement, le déni ou l'oubli. Mentionnons que le silence transparaît aussi dans le texte par la surutilisation des points de suspension qui évoquent des silences plus courts, des phrases laissées en suspens pour mettre l'accent sur l'affect, sur le débit de l'énonciation. Il y aurait plein de choses à en dire, mais je laisse temporairement de côté la supplication pour dire quelques mots de la série. Donc, créée pour HBO en 2019 par Craig Mazin, Tchernobyl est une mini-série en 5 épisodes. Le ton austère, angoissant et parfois lugubre est souligné par la cinématographie et par la musique. La série recrée méticuleusement l'ère soviétique des années 80 et la centrale nucléaire en prenant quelques libertés avec les personnages et certains détails de l'intrigue, mais elle reste précise sur les responsabilités et l'aspect technique de la catastrophe. Elle se focalise surtout sur le travail du scientifique Valery Lekasov, interprété par Jared Harris, et du ministre soviétique Boris Tcherbina, joué par Stellan Skarsgård,
qui se rendent à Tchernobyl pour gérer la catastrophe dans les jours et mois qui suivent, et qui sont rejoints par la scientifique fictive Uliana Komiuk, jouée par Emily Watson, qui en investigue les causes. Mais ce que la série propose de particulièrement original est sa structure narrative et son utilisation de la sérialité. Le temps y est en constante expansion. Le premier épisode se déroule sur quelques heures, le second sur quelques jours, puis sur des semaines, des mois et des années, ce qui permet de dépeindre avec précision l'ampleur de la catastrophe, ses conséquences toujours plus grandes et larges sur les personnes, les populations et les écosystèmes. Cette progression imite également la réaction nucléaire qui est à l'œuvre, une brève explosion du cœur du réacteur qui continuera à émettre de la radioactivité pour des siècles, mais avec une intensité décroissante. À partir d'une analyse de cette série, j'en viens donc à amorcer plus précisément une réponse à mon questionnement de départ annoncé par mon titre. Que devient la polyphonie textuelle de l'ouvrage d'Alexievitch lorsqu'elle est transposée à l'écran? La réponse la plus simple serait la complexité narrative télésérielle et plusieurs de ses stratégies narratives. En bref, à partir des années 90, on commence à voir en série télé de plus en plus d'hybridation entre les séries aux épisodes clos et les feuilletons, et à partir des années 2000 et 2010 surtout, presque toutes les séries présentent une dimension feuilletonesque et sérielle qui cohabitent, certaines scènes faisant avancer l'histoire globale, ce qu'on appelle le macro-récit, alors que d'autres servent les micro-récits épisodiques. De plus, on commence à voir se multiplier à l'écran des analepses, les prolepses, les jeux temporels complexes, les ralentissements, les accélérations, etc. Tchernobyl fait définitivement partie de cette complexité narrative, théorisée par Jason Mitchell, entre autres. En plus de contribuer à l'avancement de l'histoire de la catastrophe et de ses conséquences, en plus de contribuer à l'avancement du macro-récit, chaque épisode présente une construction singulière et close, un micro-récit qui adopte une temporalité unique. Mais au-delà de l'effet global, chacun des épisodes pourrait aussi être écouté et considéré isolément. Le premier épisode raconte la nuit de la catastrophe avec une perspective extérieure décontextualisée. Il vise à représenter le choc et le déni vécus par les témoins et les employés, leur incompréhension et leur sentiment d'urgence. Le deuxième épisode adopte un tout autre ton et une toute autre esthétique. Il concerne la réaction scientifique et politique durant la journée du 26 avril, autant à Moscou qu'à Minsk, et prend surtout la forme de dialogue et de réunion politique. Le troisième épisode se déroule dans les semaines qui suivent et s'arrête à la gestion des dangers secondaires et l'agonie à l'hôpital des employés et des pompiers. Le quatrième épisode est une étude sur les liquidateurs, les évacués et le territoire contaminé de la zone d'exclusion. Finalement, le dernier épisode présente une temporalité encore différente et plus complexe. On peut voir des images d'avant le 26 avril qui permettent de mieux comprendre, de longues scènes du procès, des images du monde d'après et des images d'archives qui se croisent. Bref, la mini-série tisse plusieurs fils narratifs différents, faits de voix et de parcours différents, qui parfois se croisent, parfois non. Elle adopte une temporalité qui n'est pas tout à fait déconstruite, mais plutôt en forme de spirale, commençant et se terminant en 1988, continuant en 86, 87, puis 86 et 88. Donc, on voit vraiment qu'on tourne autour de l'événement lui-même. Pour moi, c'est surtout cette complexité narrative qui permet à la polyphonie d'Alexievitch de se déployer de plusieurs manières. J'en ai identifié 3 que j'analyserai désormais à partir d'exemples précis. Donc, la fission, ou l'arc narratif secondaire, en fait le récit feuilletonesque de Lyudmila Ignatenko, la concentration, ou le micro-récit épisodique, le récit de Pavel Gromov, et 3, la dissémination des particules, ou la multiplication des scènes semi-autonomes. Donc, si Lyudmila Ignatenko, qu'on voit ici dans la série, n'est pas le personnage principal de la série de Mazin, il n'en demeure pas moins qu'après un bref prologue, c'est sa perspective à elle qui ouvre la série, comme le livre d'Alexievitch d'ailleurs. C'est aussi son récit à elle qui ouvre le livre. C'est à travers ses yeux que l'explosion est d'abord présentée, et si son témoignage est purement langagier dans le livre, les créateurs de la série ont fait un excellent travail d'adaptation en utilisant la grammaire télésérielle, plutôt qu'en se reposant sur une voix off ou même sur des dialogues. La plupart des émotions ou même des discours qui se croisent dans son témoignage apparaissent à l'écran à travers les images, le gros plan, le montage et le jeu des acteurs. Elle parle très peu, mais son discours intérieur, son regard, occupe entièrement l'écran. On y voit son amour, son inquiétude, son horreur, sa douleur, sa folie. Comme j'ai déjà dit dans le livre d'Alexievitch, le récit de Lyudmila occupe les 19 premières pages, dans lesquelles elle prend la parole en continu, sans jamais être interrompue, comme une nouvelle.
La plupart des événements qu'elle raconte sont présentés dans la série, mais Tchernobyl ne raconte pas l'histoire de chaque personnage l'un après l'autre, comme Alexievitch. Elle est plutôt structurée de manière globalement chronologique. Le récit de Lumila se trouve donc fragmenté, en feuilleton, dans plusieurs scènes qui ne se suivent pas, et les fragments ponctuent la série, alternant avec d'autres scènes, celles des scientifiques, des politiciens, des liquidateurs. L'histoire de Lumila et de Vassili occupe 19 scènes réparties sur les 5 épisodes, totalisant à peu près 30 minutes en tout, avec une large majorité des scènes situées dans les épisodes 1 et 3, l'un qui concerne la nuit de l'événement, et donc l'exposition de Vassili aux radiations, et l'autre qui aborde les semaines qui suivent, soit le séjour de Vassili à l'hôpital. Le reste des scènes sont généralement courtes et concernent le parcours de Lumila pour suivre son mari, puis sa vie après sa mort. C'est donc par cette alternance, par le maillage de ce récit secondaire à d'autres, que Mazin parvient à faire dialoguer les différentes voix, mais sans pour autant qu'ils ne se croisent. Vassili ne rencontre jamais aucun des personnages principaux. Il n'y a qu'un effet de mise en scène qui nous permet de voir l'hélicoptère le transportant vers Moscou, alors qu'il est malade, qui croise dans les airs celui de Legasov et Tcherbina, qui se rendent pour la première fois à Tchernobyl. Donc on les voit se croiser à l'écran, mais eux-mêmes se rencontrent pas. Et Ludmila croise pendant quelques secondes à l'hôpital Ulan Komyuk, donc qui la gronde pour s'être mise en danger alors qu'elle est enceinte. Ces brefs points de contact très anecdotiques ne servent en fait qu'à ancrer l'histoire des Ignatenko dans la série. D'une certaine façon, leur histoire et le macro-récit se côtoient comme les témoignages se côtoient dans le livre, les liens devant être créés par le spectateur. Le montage et son intégration d'images pseudo-documentaires, ici l'appel de la téléphoniste aux autorités puis aux pompiers, permettent d'intégrer le discours officiel des autorités et de juxtaposer à l'histoire individuelle et domestique des pompiers qui doivent répondre à cet appel. Puis Mazin reproduit les mêmes effets que le texte d'Alexievitch. Vassili intègre dans son propre discours celui de ses patrons et de ses collègues et répète la fausse information qu'il a reçue pour rassurer sa conjointe, qui elle-même émet des hypothèses hasardeuses révélant son discours intérieur, son angoisse. On entend dans leur échange la circulation des différentes voix qui les entourent et qui influencent leur perception des événements. Mais je passe tout de suite à l'épisode 3 et à l'arrivée de Ludmila à l'hôpital, qui se situe juste avant la scène que je vous ai lue en détail tantôt. La scène apparaît entre celle de la sortie des plombiers qui ont mis leur vie en danger pour fermer les valves sous la centrale et une scène où les dosimétristes lourdement équipés mesurent les radiations à bord d'un hélicoptère. Ce choix permet à la fois de montrer que l'histoire de Ludmila s'insère dans une histoire plus grande, celle de la série et celle des événements, mais il permet inversement de suggérer que le sort des pompiers qui nous est montré sera sans doute aussi celui des liquidateurs qui continuent à mettre leur vie en danger dans les jours qui suivent. Donc, cette scène est aussi intéressante pour plusieurs autres raisons. Les interactions de Ludmila avec les autorités reproduisent parfaitement son témoignage sans pour autant avoir à reproduire les mots. L'argent posé sur le comptoir, le mensonge à l'infirmière, tout montre que Ludmila comprend les codes de la vie soviétique. Puis son entrée dans la chambre des pompiers qui jouent aux cartes, tous habillés à l'identique, et qui la reconnaissent immédiatement, contribue à montrer l'effet de communauté entre eux, de familiarité et d'étrangeté en même temps, de parce que leur corps subit. C'est le « il » du texte que je mentionnais tantôt. C'est d'ailleurs le seul moment que le groupe apparaît comme ça ensemble, puisque, comme dans le texte, ils sont ensuite isolés les uns des autres dans la scène suivante. L'état de Vassili s'est largement dégradé et on peut constater une différence intéressante avec le texte. Il y a une différence importante entre la scène suivante, après celle-là, où justement l'état de Vassili s'est dégradé puis elle est seule à son chevet. Donc, je cite le texte d'Alexievitch sur la même scène. « Le 9 mai, il m'a toujours dit « Tu ne peux pas t'imaginer comme Moscou est beau. Surtout le jour de la victoire, avec les feux d'artifice. Je veux que tu vois cela. » Je me suis assise près de lui, il a ouvert les yeux. « Fait-il jour ou nuit? Il est 9 heures du soir. Ouvre la fenêtre, les feux d'artifice commencent. J'ai ouvert la fenêtre, au 7e étage. La ville entière s'étalait devant nous. » Dans le texte, Ludmila admire Moscou par la fenêtre, la nuit, alors que les fêtes patriotiques du 9 mai ont cours. Nous sommes dans la mémoire officielle des célébrations et leur corporalité, qui rencontre la mémoire collective et ses affects. Alors que dans la série, on voit ici, nous sommes en plein jour et ce sont les monuments, les lieux touristiques qui sont évoqués par Ludmila puis par Vassili. Aucune mention du 9 mai. Et elle ne voit pas la ville entière, la fenêtre s'ouvre sur un mur aveugle qu'on voit ici. Mais elle décide de lui mentir, incluant le spectateur avec elle dans son mensonge, et lui parle de la vue magnifique de la ville. Le discours intérieur de Ludmila prend forme à l'écran. Son état d'esprit de sacrifice, de déni, de dévotion
Donc passe par son mensonge, par amour, pour partager avec lui un dernier moment avant sa mort, ce qui correspond parfaitement à sa voix, même si la lettre du témoignage est alors modifiée. Nous sommes donc face à une trace de la mémoire collective dont l'affect est bien plus important que l'exactitude et s'éloigne de la mémoire nationale et de ses célébrations. À la toute fin de l'épisode 3, on assiste aux funérailles. Juste avant la séquence, on assiste au recrutement par conscription des liquidateurs civils, et en particulier de Pavel Gremov, qu'on va suivre dans l'épisode suivant, mais j'y reviens. Ici encore, le montage permet l'intrication de récits, de voix qui vont jamais se croiser dans l'histoire. Tout en les faisant pour autant dialoguer. Hein? On voit bien que c'est les jeunes qui s'enrôlent ou qui sont conscrits, et puis après, tout de suite après, on voit les funérailles de ceux qui étaient les premiers à intervenir. Donc, c'est un peu le destin des uns qui répond au destin des autres. Ici, un autre choix d'adaptation a été fait pour rendre compte de la polyphonie du livre, mais de manière entièrement muette. Dans le livre, Ludmila évoque le fait que chaque pompier a eu ses propres funérailles. Elle a d'ailleurs manqué la mort de Vassili parce qu'elle était à un autre service. Et l'enterrement de Vassili est un épisode particulièrement marquant du livre, puisque le corbillard tourne en rond dans Moscou pendant des heures pour éviter les journalistes étrangers. Dans la série, l'enterrement est plutôt collectif. La communauté que formait le groupe des pompiers de Pripyat, ils sont finalement réunis dans la tombe. Cette scène réunit dans le cadre les voix qui se côtoient dans le livre d'Alexievitch. Le travelling sur les tombes fleuries du cimetière d'à côté sert à mettre en évidence que celles des pompiers sont situées à l'extérieur du cimetière et de sa terre consacrée, que les victimes de Tchernobyl ont un statut à part dans la mémoire officielle soviétique, ils sont de mauvais morts, tout comme le révèle le livre d'ailleurs. On voit aussi apparaître un défilé d'épouses en deuil avec les dernières traces d'humanité de leur mari, dont on a vu le corps se dissoudre sous nos yeux au cours de l'épisode, sous la forme de photographies et de pièces de vêtements qui sont filmées en gros plan, plutôt que de mettre l'accent sur leur visage. Le plan qui met l'emphase sur l'individualité des morts sert de contrepoint à l'anonymité et l'uniformité des cercueils dans la fosse commune. On peut aussi remarquer que Ludmila tient une paire de chaussures dans ses mains, sans aucune explication. Il s'agit là d'un détail qu'il est quasi impossible à décoder sans avoir lu le livre d'Alexievitch, ce qui permet aux deux œuvres de dialoguer. Dans le livre, Ludmila explique qu'il a été impossible de mettre des chaussures à son mari pour l'enterrer, étant donné son état, et qu'elle a ensuite fait des cauchemars à ce sujet. Plusieurs jours plus tard, un pope lui a suggéré de déposer des chaussures dans un autre cercueil pour que le mort les apporte à son mari au paradis. Ce qu'elle fait d'ailleurs. Dans la série, cette anecdote est entièrement condensée dans ce plan des chaussures tenues à la verticale, minutieusement en silence. Il laisse seulement deviner l'état du corps, le deuil impossible et les croyances que peuvent cacher son geste. On revoit Ludmila dans les épisodes suivants, mais seulement pour quelques secondes à chaque fois, alors qu'elle emménage dans son nouvel appartement, par exemple. Mais sa présence, malgré tout, continue de donner à son récit une place particulière dans la série, une voix qui continue d'être entendue, une vie qui continue d'être montrée et vécue en parallèle des événements historiques, comme des milliers d'autres. Deuxièmement, la concentration, le micro-récit épisodique indépendant est la deuxième stratégie d'adaptation de la polyphonie d'Alexievitch sur laquelle je vais m'arrêter très rapidement parce que son fonctionnement est plus simple. À la fin de l'épisode 3, on aperçoit pour la première fois un très jeune homme qui est conscrit comme liquidateur parmi un groupe qui lui ressemble dans un gymnase. Sans qu'on le sache alors, cette scène, qui ressemble à bien d'autres en montrant ce que vit la communauté en général, préfigure toutefois le récit qui domine la trame narrative de l'épisode suivant. Ces papiers de recrutement nous apprennent qu'il s'agit de Pavel Gremov, un personnage fictif interprété par l'acteur irlandais Barry Keoghan. Contrairement au récit du couple Ignatenko, bien réel et réparti dans toute la série, celui-ci est fictif et concentré dans un seul épisode, ce que l'on nomme en études télésérielles un micro-récit, par opposition au macro-récit de la série. Et comme les Ignatenko, il ne croisera jamais les personnages principaux, qui ont d'ailleurs un rôle assez secondaire dans cet épisode. En fait, son histoire circonscrite sert à donner vie à l'expérience des milliers de liquidateurs, dont beaucoup sont cités directement dans le livre d'Alexievitch, et plusieurs détails sont intégrés à son parcours à lui, qui traverse deux espaces opposés, les camps surpeuplés et les villages dépeuplés, vidés de leurs habitants. Donc, on voit vraiment que c'est les deux grands lieux de son histoire. Et comme Ludmila, il parle très très peu, contrairement aux autres personnages qu'il rencontre. Son expérience et son émotion sont entièrement transmises par ses silences et les gros plans sur son visage. On le voit arriver dans un camp de travail surpeuplé, où un ancien soldat d'Afghanistan l'initie à la vie des liquidateurs, à leur travail, aux précautions qu'il doit prendre pour ne pas devenir impuissant, comme se fabriquer une coquille en plomb,
à la vodka qui coule à flot, comme dans la supplication. Le lendemain, on voit le jeune Pavel accompagner son nouveau mentor, dont le discours intègre plusieurs témoignages du livre, dans les villages évacués de la région pour tuer les animaux de compagnie laissés derrière. Alors que les bannières patriotiques flottent encore sur les écoles abandonnées, annonçant le bonheur pour l'humanité, l'ancien soldat lui impose ses propres règles morales, ne jamais laisser un animal souffrir. Les scènes qui suivent sont assez difficiles, mais donnent l'occasion de comprendre l'impact psychologique et physique qu'a eu sur des milliers de jeunes hommes ce déploiement de 6 mois, qui a tout de la guerre, mais rien en même temps. Parce que personne leur tire dessus, puis ils tirent sur personne. En fait, c'est presque une anti-guerre, mais avec les mêmes codes. C'est surtout l'incompréhension, l'incapacité à comparer l'événement à ceux intégrés à la mémoire officielle et collective par les guerres, les révolutions et même les catastrophes naturelles qui transparaît. C'est presque un anti-récit initiatique que l'épisode présente en écho justement à l'incompréhension répétée sans cesse dans la supplication. Si la série Tchernobyl apporte quelques réponses sur les origines de l'accident, elle n'en a pas plus qu'Alexievitch sur la façon d'y survivre. À la fin, le jeune liquidateur continue de parcourir avec sa carabine le territoire contaminé sans fin annoncée, alors qu'on entend un chant folklorique russe a cappella qui raconte l'histoire d'un soldat mourant qui lutte contre un corbeau qui attend sa mort. C'est un micro-récit sans conclusion qui s'ajoute à l'histoire mortifère du territoire. Finalement, puisque le roman d'Alexievitch renferme énormément de détails racontés par plusieurs personnes, à l'âge, à l'éducation, à la position sociale, aux intérêts différents, ces détails sont parfois contradictoires, ce qui est tout à fait cohérent avec l'idée même de la mémoire collective qui offre aux scénaristes de la série beaucoup d'éléments pouvant être intégrés au scénario, mais qui ne forment pas une trame narrative continue et cohérente. Ils ne racontent pas un récit unique, ils montrent que Tchernobyl est une mosaïque d'histoires qui crée un tableau plus large. Mais le passage de l'écrit à l'écran a pour effet un certain effacement de la multiplicité des voix, mais permet en même temps leur incarnation à l'écran. La mémoire collective s'éloigne alors du langage pour prendre corps et faire image. Donc, pour intégrer ces nombreuses anecdotes, ces détails qui ne forment pas une histoire unique, mais qui font l'essence même de l'événement, Mazin utilise plusieurs stratégies. Donc, j'en mentionne 3. Les scènes anecdotiques entièrement indépendantes. Il y a plusieurs exemples de détails, d'événements tirés de la mémoire collective que Mazin choisit d'adapter sous la forme de courtes scènes, sans aucun lien narratif entre elles, et sans aucun lien avec le macro-récit. Cette stratégie permet de créer l'impression pour les spectateurs que les événements affectent tout un monde de multiples façons, et non pas seulement un ensemble fini de personnages récurrents. On peut voir des gens anonymes se réunir sur un pont, des liquidateurs en habits de sécurité nettoyer les rues, des excavatrices qui retournent la terre contaminée, des dosimétristes qui parcourent les champs, un jeune soldat qui force une vieille à évacuer en tuant sa vache, etc. Autant de courtes scènes directement inspirées des témoignages rapportés par Alexievitch, et l'absence de lien direct entre eux crée d'ailleurs un effet de mosaïque assez similaire au livre par moment. Après ces scènes complètement autonomes de l'histoire, comme celle de la vache et la paysanne, il y a les scènes spectaculaires et pleines de suspense intégrées à l'histoire principale, mais dont les protagonistes, Lekhassov ou Tcherbina, ne sont présents à l'écran qu'en tant que personnages secondaires. Dans un premier temps, ils interagissent avec les personnages pour leur expliquer la situation ou les inviter à agir, puis disparaissent. Si ces scènes font partie du macro-récit de la série, elles sont malgré tout construites comme des scènes autonomes, avec leurs personnages uniques, leur esthétique, leur enjeu narratif, leur récit clos. Il y a plusieurs exemples de ce genre, la vidange du réservoir d'eau lourde par les plombiers volontaires, le creusage des tunnels sous la centrale pour la refroidir par des mineurs, ou le nettoyage du toit attenant au réacteur. Donc dans l'épisode 3, on voit Lekhassov qui doit convaincre le chef du groupe des mineurs, le personnage principal de ce micro-récit, que le creusage à la main d'un immense tunnel sous l'usine est nécessaire pour éviter une autre catastrophe. Tcherbina lui conseille d'être honnête avec eux, parce que les mineurs qui travaillent dans le noir voient à travers tous les mensonges et sont brutalement honnêtes et directs. Puis on voit les mineurs commencer le travail, jour et nuit, jusqu'à ce que la chaleur soit trop intense dans les tunnels. Lorsqu'on leur interdit des ventilateurs à cause du danger, ils décident de creuser nus, comme leur grand-père. Le micro-récit des mineurs provient d'ailleurs d'un court passage d'Alexievitch, que je cite, « Et les 400 mineurs qui creusaient jour et nuit une galerie sous le réacteur. Ils ne sont mentionnés nulle part. Nus, accroupis, ils poussaient devant eux des wagonnets. Ce sont des héros et non pas des victimes de cette guerre qui semble ne pas avoir eu lieu. » En affirmant qu'ils ne sont mentionnés nulle part, Sobolev, le narrateur de ce fragment-là, affirme déjà la nature problématique de ce trou de mémoire officiel et idéologique.
Il montre la nature unique de Tchernobyl qui ne fonctionne pas comme une guerre où les soldats seraient honorés en héros. Ici, le secret soviétique autour du nucléaire en fait des victimes anonymes. Lorsqu'il affirme dans la même phrase que ce sont des héros et non pas des victimes, discours qui est manifestement le sien, mais que cette guerre qui semble ne pas avoir eu lieu, trace du discours officiel, l'hybridité de sa parole dans la même phrase permet une perspective critique sur une parole censurée. D'ailleurs, l'anonymité des mineurs et le manque de reconnaissance de leur sacrifice apparaît comme la raison même de l'énonciation. Il faut révéler ce qui a été tué, une motivation qui est aussi reprise dans la série, montrant à voir ce qui a été caché. Donc finalement, la dernière stratégie est la création d'un personnage principal complètement fictionnel, Uliana Komiuk. Selon les créateurs, elle condense et incarne à l'écran l'ensemble des scientifiques qui ont travaillé à résoudre les problèmes créés par l'accident et à en comprendre les causes. Ce choix possiblement discutable réduit jusqu'à un certain point la polyphonie du texte, bien que peu de scientifiques témoignent dans le livre. Il y en a tout de même deux qui alimentent d'ailleurs le récit de Komiuk, Borisevich et Nesterenko, tous deux membres de l'Institut de l'énergie nucléaire de Biélorussie. Par exemple, toute la scène qui ouvre l'épisode 2 où on voit Komiuk constater dans son labo de Minsk le matin du 26 avril que ses appareils ont détecté un niveau inhabituel de particules radioactives dans l'air et son appel téléphonique laissé sans réponse à Tchernobyl sont tirés intégralement du témoignage du chef de laboratoire, Borisevich, alors que sa confrontation un peu plus tard dans l'épisode avec un officiel local du parti qui refuse de l'écouter et son interaction avec les secrétaires à qui elle donne de l'iode est tirée du témoignage du directeur Nesterenko. D'ailleurs, cette scène-là en particulier a été critiquée comme n'étant pas réaliste, notamment le fait qu'une citoyenne de l'URSS n'aurait jamais été aussi conflictuelle et directe. Mais ces critiques n'ont clairement pas lu Alexievitch. Dans la supplication, les confrontations avec les autorités sont constantes, du début avec Ludmila Inatenko à la fin avec les scientifiques. Ce que nous montre Alexievitch, c'est justement que le cliché soviétique de la voix unique, de l'absence d'individualité et d'esprit critique parmi les citoyens, n'avait aucun fondement dans le réel, ce n'était qu'une image de propagande projetée à l'étranger, un cliché occidental. Et c'est ce que la série nous montre aussi. Si le personnage de Komiuk peut être vu comme une réduction de la polyphonie, la façon dont il a été construit, narrativement, permet au contraire que cette polyphonie se déploie autrement. Komiuk est celle qui fait parler les autres. En confrontant des officiels dans leur bureau, en questionnant les employés agonisants de la centrale dans leur lit d'hôpital, en provoquant les Gassov et Tcherbina dans leurs derniers retranchements moraux, en fouillant les archives censurées. C'est justement parce qu'elle est l'une des trois protagonistes du macro-récit que cette prolifération de paroles est possible, mais surtout que le dialogue peut advenir. Ces discours idéologiques, techniques, scientifiques, personnels forment une mémoire collective qui montre bien que l'explosion du réacteur numéro 4 a des sources multifactorielles et des conséquences tout aussi complexes qui vont bien au-delà de la simple évacuation d'une zone contaminée, d'un pays dont on dit maintenant que ce n'est plus une terre mais un laboratoire, pour laisser le dernier mot à Alexievitch. Merci.